Bienvenue alors dans cette vidéo dans laquelle je vais parler et encore des réalités de la vie américaine, un peu plus ou moins aussi au Canada. D'entrée en jeu, je voudrais bien prier ceux qui sont ou qui suivent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne. Faites-moi une grande faveur. Abonnez-vous pour que vous soyez notifiés à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. Et surtout, si vous pensez que ce que je dis a un sens et c'est utile, je vous prie alors de faire comme ça pour que je sois au moins un peu encouragé. Alors, si vous êtes prêts, nous allons aller dans le vif du sujet. De quoi est-ce que je voudrais parler par rapport aux réalités de la vie américaine? Et surtout aussi au Canada, nous entendons beaucoup de choses de ces deux pays, ici et là. Bien généralement, quand on dit que tout va mal dans notre pays d'origine, et peut-être qu'on a un salaire de 50 000, 100 000, 200 000, et que quelqu'un dit qu'il gagne 15 $ par heure, et on se met à faire une multiplication fois 40 heures par semaine, et on pense peut-être que quand on gagne, par exemple, entre 2 et 4 000 $, c'est suffisant pour se dire que la vie en Amérique, elle est rose. Ce salaire, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas à la signature de ce contrat. Et donc, il vaudra mieux faire toutes les recherches et se confirmer pour se projeter, d'entrer en jeu, faire des comparaisons entre un salaire de 100 000 au pays et un salaire de 2 000 ou 3 000 ou 4 ou 5 000 $ en Amérique du Nord. Ça saute aux yeux, mais les réalités sont autre chose. Et nous allons pouvoir calculer si c'est nécessaire, mais c'est important de savoir que ça marche pour certaines personnes, mais pour certaines personnes, ça devient un peu du calvaire. Sinon, on ne vit qu'une seule fois. Et justement, c'est par rapport à cela que j'insiste et je persiste en disant que c'est bien beau de venir, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et donc, le premier point alors dans cette vidéo, c'est immigrer au Canada ou aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est sans appel. C'est bien. Et cela offre beaucoup d'opportunités sans problème. Toutefois, il faut venir avec le permis de travail. Et il faut s'assurer que l'on sait comment faire une demande de visa et surtout de savoir qu'on a l'autorisation de travail si le visa que l'on a en main, vraiment si c'est obtenu, alors par avec les démarches appropriées. Et donc, il faut surtout éviter de passer par des personnes qui vous donnent quelque chose que vous ne connaissez pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Beaucoup se sont fait passer par des gens ou des firmes où ils ont pu obtenir le visa. Seulement, ils sont venus avec le visa visiteur B1 et B2 et sont venus dans des villes où il n'y a pas de marché noir pour se débrouiller. Et là, ça devient du calvaire. Et bien évidemment, entendant que le visa visiteur ne donne pas droit alors au travail. On visite, on n'est pas venu pour travailler. C'est aussi simple que ça. Et alors, c'est dans cette situation que beaucoup se retrouvent à faire des demandes d'asile. Je ne vais pas aller dans les détails concernant la demande d'asile au Canada, mais je vais m'appesantir sur les États-Unis. Maintenant, dépendamment de la situation, aujourd'hui, beaucoup font leur demande d'asile en ligne. Et
les mises à jour concernant la demande d'asile se font par email. Et justement, des candidats avaient reçu leur notification d'aller faire leur empreinte digitale au bureau de USCIS proche ou en fonction du choix qui leur avait été imposé lors de leur candidature. Justement parce qu'ils n'ont pas su consulter alors le rendez-vous est passé. Supposons que quelqu'un avait fait cette demande il y a peut-être une année et qu'on lui a demandé d'aller faire, par exemple, les empreintes digitales et cette personne n'a pas su et donc n'est pas allée, il y a ce qu'on appelle un chrono de 150 jours. Cela ne va pas s'appliquer. Cette personne, bien évidemment, va vouloir faire la demande de permis de travail, mais cette fois, ce sera rejeté. Il y a beaucoup d'éducation personnelle et de rigueur qu'il faut alors se donner sur ce sujet-là. C'est peut-être mieux de faire complètement une vidéo à part entière concernant les nouvelles donnes au sujet alors de la demande d'asile aux États-Unis pour situer alors les responsabilités qui sont alors les leurs. Et donc, par rapport à cela, dans le bon vieux temps, il y a des demandes d'asile qui sont toujours dans la queue, qui n'ont pas été réglées il y a plus de 15 ans, il y a plus de 20 ans, et pire. Et donc, c'est entendu que si on fait la demande d'asile, on ne pourra pas alors quitter le pays à condition d'avoir le advance parole ou bien on trouve une chance formidable et ce dossier-là est réglé. Maintenant que M. Trump est en train d'arriver, il semblerait que la vitesse du traitement de ces dossiers-là, ça va aller un peu à la va-vite. Ce qui suppose que les candidats doivent préparer leur argumentation et surtout avoir des faits vérifiables pour justifier leur demande d'asile. Et donc, là où on en est, c'est ça. Et donc, ce qui est encore un peu préoccupant ces derniers temps, je l'avais semblé dire que le flot d'immigrants était de trop, au point que tous les employeurs aux États-Unis commencent par imposer, sinon exiger que le demandeur d'emploi comprenne au moins un peu l'anglais. Je n'avais jamais trouvé de difficulté pour trouver du travail aux immigrants d'ailleurs que je connais, mais depuis un certain temps, nous allons et on rejette les candidats. Et un peu par-ci, par-là. Je n'ai même pas su qu'il y a des immigrants qui viennent d'arriver. Et justement parce que le problème de langue se pose, ils n'ont pas pu trouver du boulot. Et ça devient, d'aucuns tombent malades, d'aucuns, et il y en a même qui deviennent déjà des sans-abri ou bien en situation difficile. Quand on dit par exemple aux États-Unis que c'est bon, tout est bien, il faut comprendre une chose, que le salaire ou bien le SMIC au niveau national, c'est 7,5 dollars. Mais il y a des États où le salaire horaire peut aller alors un peu plus élevé que ça et au-delà de 15, 14. Et il y a des compagnies aujourd'hui qui recrutent jusqu'à 22 dollars, mais il n'y a pas une garantie que chacun peut alors trouver ça, dépendamment de la ville qu'on visite ou bien on choisit alors de résider. Et donc, dans 34 États aux États-Unis, c'est un peu plus élevé, mais au niveau national aux États-Unis, le salaire minimum par heure, c'est moins de 8 dollars. Mais attention, le coût de la vie est cher. Nous allons prendre alors notre téléphone et faire un petit calcul. On va supposer que quelqu'un gagne très très vite. On va peut-être dire que quelqu'un gagne 17 dollars par heure. Et on va faire cela par 40. Par heure, cette personne gagne moins de 700 dollars. Et on va dire que dans une année, on a 52 semaines.
Ça fait alors un total de 35 000 $. Mais là, on n'a pas encore parlé de l'imposition de taxes au niveau fédéral, au niveau étatique, la contribution pour la retraite ou le Social Security, la contribution pour l'assurance santé, etc., etc. On va enlever alors ces montants-là. Après, le salaire net, il y a des dépenses, on ne va pas aussi lister ça. On se retrouve à avoir peut-être un salaire de 21, 22, 23, 24 $ par exemple par heure à Maryland, comparé à quelqu'un qui gagne 15 à 17 $ à Georgia. Et on pense qu'on gagne plus d'argent que celui qui habite à Georgia. Mais là, c'est faux. Le savon, son prix, c'est différent. Le carburant. Bref, quand je suis à Maryland, je dépense au-delà de 60 $ pour faire le plein de la voiture. Maintenant que je vais à Georgia récemment, entre 30 et 40. Ce qui veut dire que pour faire le plein de la voiture, il y a déjà une différence de 20 $. Donc, dépendamment de l'état dans lequel on se retrouve, ce salaire élevé, présumablement qu'on pense que c'est élevé, en réalité, il n'est pas élevé. Et c'est là, il faut alors faire ses choix pour éviter de vivre dans des situations misérables. Pour clôturer cette vidéo, je voudrais lancer un message à l'endroit de tous ceux qui désirent venir aux États-Unis et peut-être qui sont déjà sélectionnés pour des véloteries et qui se préparent pour venir aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle l'espagnol, mais l'anglais est la langue de travail. Si donc vous souhaitez venir aux États-Unis, il y a beaucoup de tutoriels en ligne, comme dans des vidéos que moi-même j'ai présentées. Faites du sérieux et mettez-vous vraiment au travail. Et appliquez-vous pour avoir un niveau d'anglais que j'appelle niveau de survie, ou que vous pouvez comprendre et quelqu'un aussi peut comprendre ce que vous êtes en train de dire. Nous qui sommes ici, il y a des choses que nous ratons parce que nous ne pouvons pas parler l'anglais et avec un accent américain. Ça, disons-nous la vérité, notre façon de parler l'anglais n'est pas la façon qui est acceptée. On se débrouille. Si au nombre des années on est ici, on a toujours des problèmes de langue, à plus forte raison ceux qui ne sont pas encore là. Il ne faut pas penser que notre façon de « oh, il faut pardonner », c'est ici, quand vous entendez la phrase « I am sorry, there is nothing I can do », ça veut dire que vous pouvez vous agenouiller. Ce que les gens là sont en train de dire, cela ne va même pas changer. Et donc, de grâce, si vous tenez à vivre le restant de vos vies aux États-Unis, il ne faut pas attendre le jour de l'obtention du visa pour « oh, je vais apprendre l'anglais ». La ville de Rome, dit-on souvent, n'est pas construite en une journée. Il faut commencer dès maintenant et mettre toutes les chances de son côté pour avoir un niveau de langue acceptable. Ne pas le faire. Quand vous avez quitté le pays, il y a des gens qui ont déjà beaucoup de calculs sur vous. Bon, jusqu'à la fin de la semaine, il va m'envoyer de l'argent. 2 semaines, il va m'envoyer de l'argent. 1 mois, il va m'envoyer de l'argent. 2 mois, il va m'envoyer de l'argent. Ça, c'est un poids lourd déjà sur votre conscience. Alors, lutter pour prouver aux gens qu'on a abandonné derrière qui ont cette mentalité devient alors un fardeau difficile et difficilement surmontable. Et là, si on est quelqu'un qui vraiment voudrait prouver le contraire, on peut déjà avoir mal. Et donc, ce n'est pas bien. Et bien évidemment, pour un adulte qui doit devenir la charge de quelqu'un,
Une moindre erreur peut détruire alors la relation qui vous lie à quelqu'un qui vous aide. D'ailleurs, la personne, est-ce que la personne a toujours de l'argent pour vous aider? Compris sous cet angle et sur cette base, il est vraiment important pour tous les immigrants, alors, de vraiment se préparer pour avoir le niveau de langue acceptable. Je vais peut-être me promettre de faire un effort pour représenter maintenant la demande d'asile dans sa nouvelle configuration, les exigences qu'il faut et où est-ce qu'il faut vérifier. Et généralement, quand les gens font la demande d'asile maintenant, dans la même journée, ils reçoivent la notification, les programmant pour alors faire l'empreinte digitale parce que la demande se fait en ligne. Et notez-le, on traite les nouvelles demandes et on abandonne les anciennes. Donc, il y a des demandes qui sont dans la queue, plus de 10 ans déjà, qui seront ignorées ou bien classées après, mais ceux qui font la demande maintenant, il faut vraiment se préparer pour alors se tirer d'affaire. Peut-être une petite introduction par rapport à ça. Si je trouve vraiment du temps, je vais vouloir peut-être offrir des consultations aux gens qui sont dans le cas, mais avec des preuves et avec la vérité. Et ce ne serait pas gratuit. J'ai donné assez de mon temps et les résultats ne sont pas encourageants. Et donc, avouons-le, si je dois sacrifier encore mon temps pour écouter quelqu'un qui veut parler alors de l'asile politique et que ce que la personne veut dire est vrai et les faits sont fondés, vérifiables, alors là, vous pouvez alors me consulter et si vous le souhaitez, vous pouvez téléphoner alors 301 202 19 75 et laisser un message. Je répète, vous pouvez téléphoner le plus 1 301 202 19 75. Je vais le dire pour une dernière fois. Plus 1 301 202 1 5 7 5. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous retrouver. Le temps me le permettant, j'ai mis pratiquement 4 ans, 4 mois pour réparer ma maison. Je n'ai même pas encore fini. Les leçons comme tout ce que j'ai vécu, si j'allais vraiment parler, je risque de tomber gravement malade. Autant faire doucement et tirer sur cette page, mais à ce jour, c'est juste regrettable. Mais c'est la vie, on apprend tous les jours et on espère que ces leçons-là serviront à d'autres personnes pour éviter que des gens tous ne vous abusent pas. Ce sont tous des menteurs. Il n'y a même pas un seul qui soit bon. Soyez avertis et surtout bon courage.